Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Donc aujourd'hui, nous continuons nos petites tables rondes BIM et nous allons nous intéresser à la rénovation. Avec moi, François Pellegrin, Architecture Pellegrin. Avec vous, on verra un projet qui a été réalisé à Paris, de la tour Super Montparnasse. Avec vous, monsieur Arnaud Costa-Levaillant, vous êtes ingénieur d'affaires chez Abvent. Abvent, qu'est-ce que c'est ? Une société qui est un éditeur de logiciels qui existe depuis 30 ans et qui depuis 30 ans fournit des outils pour les architectes et les métiers du bâtiment, plus généralement, à la fois en modélisation, visualisation et en gestion de projet. À côté de vous, Yves Ménez, vous êtes directeur de CIP France. Et même question, CIP France. Oui, bonjour. Donc CIP France, alors CIP, éditeur de logiciels espagnol, donc CIP France, la représentation française, et c'est une suite de logiciels global sur les métiers de l'ingénierie de la construction, donc en calcul de structure, thermique, acoustique, CVC, etc. Donc tous les métiers d'études techniques du bâtiment. En fait. Tous les métiers d'études techniques. Alors on va commencer avec vous, monsieur Arnaud Costa-Levaillant. Et moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez qu'il y a beaucoup de projets de rénovation, que ce soit du logement social, du tertiaire ou autre, qui utilisent le BIM, qui sont BIMisés, entre guillemets. Alors oui, effectivement. Après, tout dépend où on place le niveau de BIM, mais c'est vrai que la maquette numérique, qui existe depuis plus de 20 ans en fait dans notre logiciel Archicad, est aujourd'hui largement déployée. On se rend compte qu'en termes de saisie de l'existant, on gagne énormément en productivité. En fait, on peut s'appuyer à la fois sur différentes sources d'informations, des plans évidemment, du relevé photogrammétrique ou désormais les nuages de points également, tout ceci pour générer une modélisation riche de la maquette. Quand vous dites plusieurs niveaux, aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté, vous avez eu l'expérience de bâtiments qui ont été rénovés du début jusqu'à la fin de la chaîne ? C'est-à-dire, on va dire, du relevé, maître d'ouvrage, jusqu'à l'exploitation. Oui, c'est tout l'intérêt du BIM. Effectivement, quand je disais largement répandu, aujourd'hui, chaque métier arrive à constituer sa maquette numérique. Ce qui est en train de se mettre en place, ce sur quoi ça bouge aujourd'hui, c'est la possibilité d'échanger ces maquettes entre les différents métiers. Mais on a des exemples, effectivement, de maquettes qui ont vécu des premières phases de conception, en fait, jusqu'au chantier, jusqu'à la réalisation. Et on commence à avoir, d'ailleurs, des maquettes qui sont exploitées par les maîtres d'ouvrage. Alors, à vous, monsieur Yves Ménez, un projet comme ça, ça commence par quoi? Ça commence par un relevé, parce que j'imagine qu'il y a des différences entre un projet neuf et un projet de rénovation. Le projet de rénovation, on a des plans, ils ne sont pas forcément BIMisés. Je ne sais pas si je fais bien en disant BIMisés. Hein. Allons-y. Allons-y. Comment ça se passe? On commence par un relevé? Oui, alors, comme le dit Arnaud, il y a les niveaux de BIM et le fait de faire sa maquette numérique pour soi-même, ça c'est vraiment le niveau basique et ça c'est vraiment le pain quotidien de bureaux d'études thermiques qui font du BIM, notamment pour la rénovation énergétique. Et dans le cadre d'une rénovation, ils ont vraiment plusieurs options. Soit la saisie depuis la page blanche, ils sont en pleine autonomie à créer leur maquette, soit il y a éventuellement quand même un fond de plan exploitable, soit CAO, soit image. Ils peuvent prendre la photo du plan d'évacuation incendie et travailler dessus et modéliser dessus. Ou la dernière option, c'est aller vers le niveau un petit peu au-dessus. Il y a déjà quelqu'un, peut-être un architecte, qui a travaillé et qui a fait sa maquette. Et là, on va être dans le niveau 2, c'est-à-dire que le thermicien va pouvoir directement interagir sur cette maquette. Mais il y a plusieurs chemins pour arriver à la maquette. François Pellegrin, sur cet aspect-là, qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive dans une rénovation et est-ce que c'est un gros travail de transformer un peu les plans en maquette BIM? En général, on ne trouve pas grand-chose. Et les éléments qu'on trouve ne sont pas forcément fiables. Bon. Donc la difficulté, c'est de créer cette maquette quand même dès le début avec ce qu'on a. On le fait. Moi, je le fais systématiquement, mais depuis très très longtemps. On l'a fait là plus récemment sur la tour Super Montparnasse, mais on le fait sur le projet, quelle que soit sa taille. L'idée qui vient derrière, c'est sans doute de se confronter afin de faire relever un nuage de points, parce qu'on aura toujours des bouts de plans. Il y a les plans de sécurité forcément dans les halls, donc on arrive à reconstituer la maquette. Mais on ne sait pas
si sur les plans que le maître d'ouvrage nous a donnés, si tant est qu'il les ait retrouvés, on ne sait pas si ce qu'on a modélisé à partir de ces plans-là est ce qui a été véritablement... Non mais oui, est-ce que ça a été exécuté comme ça? Donc la confrontation avec un nuage de points est intéressante pour voir si l'enveloppe qu'on a produite rentre bien avec l'enveloppe qui a été celle de la réalité. Qui existe. Ouais. Parce qu'il peut aussi y avoir des changements d'affectation, des changements en cours de chantier, il y a pu y avoir des modifications, il y a pu y avoir aussi des imprécisions, des non-respects de cotes. Dans les années 70, je ne veux pas exagérer, mais la tolérance est peut-être plutôt quelques centimètres que quelques millimètres. Donc ça peut changer au niveau d'un détail. Ça peut changer au niveau d'un détail. Parce que quand on va arriver à l'exécution, de toute façon, l'entreprise devra, dans le cas de la tour Super Montparnasse, quand on refait une robe de métal sur une façade existante, il faut, là on est au millimètre, hein, donc il faut de toute façon refaire des relevés pour que le calpinage des panneaux soit parfait. D'accord. Rappelez-nous rapidement ce que c'est qu'un nuage de points et à quoi ça sert. Alors un nuage de points, c'est relevé par un scanner 3D, c'est-à-dire que c'est comme un télémètre laser en fait qui va relever une multitude de points à 360 degrés. L'avantage c'est que ça permet de se positionner dans l'espace. Et on est sur un rendu proche de la photographie. Évidemment, les définitions peuvent varier en fonction des scanners et de ce qu'on veut obtenir également, parce que le gros souci sur les premiers nuages de points, c'est qu'on avait des fichiers qui étaient tellement énormes qu'ils étaient absolument ingérables. C'est d'avoir au moins la couleur de ce point et donc une petite idée de son matériau. Après, il n'y a pas beaucoup plus d'intelligence que ça aujourd'hui dans un nuage de points. Voilà. Et pour vous, Monsieur Ménez, ça ne suffit pas évidemment à la maquette numérique. Le nuage de points, c'est juste un outil. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, hein, on photographie le fond de plan incendie, on peut, voilà, c'est une aide à la création de la maquette, effectivement. Mais pas plus. Après, comment... Ça, là, après, en tout cas pour la production de la maquette, c'est une aide à la modélisation. D'accord. Alors, on a une image éventuellement, on va voir avec une image de nuage de points. On va la voir à l'image, voilà. On va essayer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sur la tour Super Montparnasse a posteriori, hein, pour la beauté du geste. C'est bien le nuage de points. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le matériel est encore coûteux et qu'une fois que ce nuage de points a été produit, bon là, ça nous a permis, par exemple, de faire une maquette en 3D en hauteur de 10 cm, mais c'est qu'il faut extraire de ce nuage de points les points utiles. Donc enlever à peu près 99% des points saisis. Des informations. Voilà. Donc ça reste un petit peu compliqué. J'attends que, mais je sais que les informaticiens y travaillent, qu'il y ait des extractions de contours automatiques, parce que sinon ça devient infernal, quoi. Mais l'avantage, c'est que ça permet quand même tout de suite de voir si notre maquette, elle rentre bien dans le moule. Donc vous tout de suite vérifier les risques de divergence. Sur la question donc, de la rénovation énergétique, et avant de prendre l'exemple, qu'est-ce que va apporter le BIM dans le cadre d'une rénovation énergétique d'un bâtiment, mais pas seulement patrimonial, on est plus sur le patrimoine d'ailleurs, d'une manière générale, pas forcément historique, mais sur le patrimoine. Je suis bailleur social, j'ai un patrimoine, je l'entretiens, je lui donne de nouvelles caractéristiques thermiques. C'est quoi? C'est de la simplification, de la gestion plus simple? Ça reste avant tout une approche collaborative. Effectivement, on va avoir la possibilité de faire transiter de l'information beaucoup plus riche en fait, entre les différents métiers. C'est ce à quoi on s'attache d'ailleurs par exemple entre différents développeurs. Oui, tout à fait. On développe des ponts pour que l'information puisse transiter. Mais l'idée reste avant tout que les opérateurs, qu'ils soient architectes ou thermiciens, puissent accéder à la même information et faire transiter de l'information l'un à l'autre pour gagner beaucoup en fidélité de la simulation et bien sûr en temps au niveau du projet. Monsieur Ménez, sur cette question, est-ce qu'il y a des points aujourd'hui? S'il y a une difficulté, quelle est cette difficulté? Pour faire dialoguer ou pour dialoguer entre eux, c'est quoi? C'est des problèmes de formation des acteurs? C'est des problèmes simplement de systèmes qui se parlent entre eux? Quels sont les points encore aujourd'hui à améliorer? Alors, pour répondre aussi à la question précédente, le BIM avant tout et de manière très pragmatique, c'est aussi des gains de productivité inhérents à la numérisation, et ça c'est pour l'ensemble des métiers. Et de qualité et de précision aussi dans les livrables qu'on sort.
Sur les difficultés, le BIM, en fait, c'est à la fois une technologie et des méthodologies. La technologie, c'est les logiciels, ce qu'on fait tous les deux. Des formats d'échange, ce qu'on échange entre nous. Et la méthodologie, c'est plus côté utilisateur. Et je pense que M. Pellegrin a une expérience de comment faire pour travailler dans le BIM. Et ça, par exemple, notamment entre nous, on a édité un protocole de travail dans Archicad pour qu'après ça se passe bien chez nous en réception. Donc c'est tout d'un coup quelque chose que l'architecte, d'une certaine manière, s'il envisage de faire une rénovation énergétique, donc de faire une étude, une analyse de thermique du bâtiment, dès son relevé, sa modélisation de la maquette, il faut peut-être qu'il intègre certaines contraintes parce qu'il s'apprête à dialoguer avec un thermicien in fine pour la conception énergétique et pour anticiper sur le fait que le dialogue se passe bien et pas produire dans son coin et après être un peu devant le fait établi. Produire déjà une première salve d'informations qui seront à la destination du thermicien. Oui. Et du logiciel du thermicien. Voilà. Mais après, il y a les autres métiers, l'acousticien, l'économiste, etc. L'idée, c'est qu'il anticipe sur le dialogue qu'il va avoir avec les intervenants sur son projet. Ce qu'il fait avec le thermicien, vous pouvez le faire avec l'économiste. Oui, exactement, tout à fait. C'est vrai que l'idée du BIM, un des gros gains, c'est de pouvoir amener les sachants dès les premières phases du projet à échanger, ce qui permet de les responsabiliser et d'aller vers plus de solutions techniques parce que effectivement, les différents savoirs sont regroupés autour de la table dès le départ. On est moins en séquentiel qu'aujourd'hui. Alors on va partir sur l'exemple. Enfin, comment on fait alors? Du coup, question de M. Ménez, comment s'y prend la maîtrise d'œuvre pour organiser tout ça? Est-ce que d'abord ça s'organise? Moi, le BIM, je traduis ça par bouleversement interprofessionnel majeur. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on ne pratique pas le BIM d'abord sans avoir les vraies compétences métiers à la base et sans avoir le désir de pratiquer ce qu'on appelle l'ingénierie concurrente par opposition à l'ingénierie séquentielle où chacun se presse d'attendre que le premier est terminé pour n'avoir à faire qu'une seule fois son calcul thermique, une seule fois le calcul économique. Après, on constate que c'est plus ou moins bien. On dit c'est pas grave, on va augmenter la puissance de la chaudière. Bon, cette période est révolue. Ça, c'est fini. Donc, on travaille en mode collaboratif. Aucun architecte aujourd'hui, aucun ingénieur aujourd'hui n'a appris ça à l'école. Donc, il faut avoir de l'appétence pour ça et ça ne s'improvise pas. Alors, donc, ça veut dire remise à plat de méthode de travail. Ça veut dire que c'est vrai que c'est l'architecte qui va donner le là, puisque c'est lui qui va bâtir, en tant que concepteur, les espaces et qui va modéliser les espaces et les séparateurs d'espace sur lesquels tous les autres vont travailler. Au départ, la maquette, elle est muette. On va la faire parler. Au départ, c'est du 3D. Le 3D, c'est courant, malheureusement. Oui, c'est quelque chose de courant. Oui, enfin, les enquêtes que l'on fait montrent que malheureusement, il se trouve que dans l'histoire du bâtiment, qui a aujourd'hui 30 ans de retard par rapport à tous les autres secteurs aéronautiques, ferroviaires, automobiles, électroménagers, qui utilisent ces outils 3D partagés depuis 30 ans, le bâtiment a loupé ce virage il y a 30 ans. On sait pourquoi. Pour quelle raison? Il y a rapidement, on va pas faire l'histoire. Il y a un très grand éditeur qui a réussi à convaincre tout le monde que travailler en 2D sur une planche électronique à 2 dessins, c'était amplement suffisant. Et donc les logiciels qui existaient, je le sais puisque je les pratiquais il y a 30 ans, sont à peu près morts. En tout cas, la pratique du 3D dans le monde du bâtiment, et pas qu'en France, c'est arrêté. Et donc, heureusement, maintenant, tout le monde s'y remet grâce à ce grand mouvement du BIM. Alors, ce que l'on connaît bien du BIM, c'est tout ce que ça peut apporter dans la collaboration. Ça a été dit, rigueur, précision, etc. Ce que l'on connaît moins, et ce que je pourrais montrer tout à l'heure, c'est, et en particulier dans le domaine de la copropriété et de la rénovation, c'est que c'est un outil qui va permettre d'embarquer très rapidement tous ceux qui sont les décideurs, mais qui n'ont pas fait des études de bâtiment et d'architecture dans l'aventure, en leur donnant des images simples, dynamiques, compréhensibles, et qui va leur permettre d'opérer des choix. Là, on est dans la 3D pour le moment. Je suis plus que dans la 3D, je montrerai. C'est la 3D renseignée. C'est de la 3D que je peux interroger. On va voir qu'on a un visualisateur. Bon, je travaille avec un logiciel 3D que je peux citer parce que j'en suis satisfait. Je pense que c'est pas interdit. Non, c'est pas Archicad, interdit. Et je travaille sur un visualisateur. Enfin, je me sers d'un visualisateur que diffuse Advent, qui s'appelle BIMX, qui me permet de partager et d'envoyer ma maquette
au président, à la présidente du conseil syndical, qui va pouvoir l'avoir sur son ordinateur. Mais aussi à l'entreprise et aussi au thermicien, aussi, qui va pouvoir, rien que ça, comprendre en un quart d'heure ce qui mettait, même pour un thermicien, quelquefois 3 jours, à être compris, parce qu'il fallait déplier les plans, les coupes, les façades pour essayer de comprendre. Est-ce qu'on peut voir? On va essayer. Oui, si quelqu'un tient le micro. Voilà, je vais tenir le micro. Bon, donc on est là sur la tour. Alors, je vais passer de l'autre côté. Voilà. Donc là, on est là sur la tour Super Montparnasse. Je suis en train de charger le modèle. J'ai simplement cliqué sur mon fichier, qui est un fichier très lourd, mais qui, on le voit, va s'ouvrir quand même assez vite. Ça demande des investissements particuliers pour l'architecte, pour le cabinet d'architecture, en termes de matériel et de... Celui qui est déjà équipé d'Archicad, ça lui demande 0 investissement, hormis le temps de vouloir s'y mettre, ouais. Mais parce que ces visualisateurs, en plus, sont gratuits. Ils sont téléchargeables gratuitement, et donc ça permet à n'importe quel quidam, membre du conseil syndical, donc non formé à la lecture de documents spécifiques, de comprendre déjà la géométrie de son bâtiment. Ça va permettre aussi à l'entreprise, au thermicien, à l'architecte, de voir les points singuliers, comment on va traiter tel élément. On est sur un nigeage d'habitation qui a été dessiné par Bernard Zerfus. Je suis associé à Philippe Lair, architecte, dans cette rénovation. Et dès le début, on a modélisé parce qu'il fallait comprendre le bâtiment. Et ça, c'est ce que vous avez montré au conseil syndical. Voilà. C'est ce qui permet à tout le monde de comprendre ce qui se passe. Oui, en fait, mais j'embarque aussi de l'information. C'est-à-dire que... montrez-nous l'information que vous avez embarquée, que vous avez donnée. Je vais aller interroger, par exemple, ici, on a à refaire cette couverture, on a à refaire l'étanchéité. Voilà, et je vais avoir la surface, l'épaisseur. Enfin non, pardon, là j'ai cliqué sur une poutre. Je vais aller sur cet élément qui est une corbeille en béton. Je vais avoir ses dimensions. Voilà. Et devant un conseil syndical, le fait de pouvoir comme ça identifier un élément particulier, en l'occurrence une fenêtre, c'est la fenêtre de Madame Michu, c'est pas la fenêtre de Monsieur Trucmuche. Oui. Donc les gens s'approprient, les gens se reconnaissent, les gens rentrent dans le projet. Ils ont des informations, le thermicien récupérera ces informations pour faire des calculs, l'économiste récupérera, et de toute façon, en synthèse, le logiciel, enfin là déjà dans Archicad depuis bien longtemps, me sortira toute la nomenclature des éléments qui ont été dessinés. Donc ce que l'on voit aussi comme aide à la compréhension, c'est que je vais pouvoir donner des vues, j'appuie sur la petite touche en bas là, qui va me faire une coupe horizontale, et je vais pouvoir me promener de la cave au grenier pour voir la morphologie et comprendre mon bâtiment. On voit aussi, vous avez des petites traces en phase chantier. On termine ce chantier dans très peu de temps, dans un mois. Vous voyez ici, au pied d'immeuble, des zones qui représentent les nacelles sur mât. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que des copropriétaires comprennent de la lecture d'un planning à barre? Oui, là, tout de suite, ils ont les nacelles. C'est dans le hall, ils savent que les nacelles vont passer d'avril à juillet, elles seront là. C'est tout simple. C'est tout simple. Voilà, donc ça, c'est déjà la première étape. Oui, juste pour dire aussi, vous voyez ici, vous avez plusieurs couleurs de fenêtres, plusieurs éléments. On a autorisé dans cette copropriété, pour faire plaisir aux habitants, qu'ils puissent choisir 3 couleurs pour le cadre intérieur de leur châssis. On les a autorisés à choisir 3 types d'ouvrants. On les a autorisés à choisir 2 types d'affaiblissement acoustique. Et ça, c'est pas au logement, il y a 273 logements, c'est à la pièce. Si vous faites les combinatoires, ça fait 14 500 cas. Eh bien, nous livrerons, dans un mois ou 2, la maquette numérique reflétant le choix de chacun. Et dans 50 ans, l'architecte qui reprendra cet ouvrage sera très content d'avoir eu ce qu'on n'a pas eu. Et qu'est-ce qu'on a fait là? On fabrique la carte d'identité du bâtiment, on fabrique le carnet numérique d'entretien. Donc c'est quand même quelque chose d'assez précieux. Juste pour terminer là-dessus. Parce qu'on va avoir besoin d'avancer un petit peu sur le... On a évidemment tous les modes de représentation habituels. On a le plan, mais ce plan, personne ne le comprend vraiment. Si je recontextualise en 3D, les gens vont se reconstituer l'espace, ils vont voir le loggia, ils vont comprendre comment ça marche, ils vont rentrer dedans, voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que en quelques minutes, on va embarquer tout le monde dans l'aventure. Et quand vous êtes dans une assemblée de copropriétaires avec 200 personnes dans la salle, un écran de 4x3, qu'on vous pose une question, vous donnez la réponse. Et vous êtes sûr que chacun
n'est pas en train de s'imaginer dans sa tête un espace qui est différent de celui de la tête du voisin. Voilà. Ok, alors, je vous redonne le micro, je reprends ma place. Donc ça, bon, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire convaincre, montrer. La seconde étape, j'imagine que c'est avec les entreprises et avec. Il y a les études, évidemment. Comment ça se passe? Je vais vous demander d'être. Très brièvement, ça a servi aussi dans la concertation avec l'architecte des bâtiments de France, l'architecte Voyer, les services de la ville, parce que sur un bâtiment comme ça, on est très regardé. Ensuite, ça sert entre nous, architectes, thermiciens, économistes, parce qu'on on est à l'échelle grandeur, c'est une maquette virtuelle, mais à l'échelle grandeur, donc on a les vraies quantités. Ça a servi à l'entreprise. Je précise que ceci n'était pas une commande du maître d'ouvrage, hein. C'est nous qui le faisons, oui, c'est notre méthode de travail. C'est votre méthode de travail, vous le faites pour tous les bâtiments. Oui, même pour un chantier de 100 000 euros, on fait du 3D. Donc ça a servi aussi à l'entreprise, ça a servi aux menuisiers, parce qu'on a fait des nomenclatures, donc on voit que ça sert, et je découvre que les gens de la sécurité, vous savez, dans un IGH, vous avez des gens de la sécurité qui sont là, en bas, voilà. Ils veulent que je leur laisse la maquette, parce qu'ils ont compris que ça leur servirait aussi à eux. D'accord. Donc c'est vraiment un premier travail. Donc ça, c'est pour vous, un travail comme ça, c'est indispensable aujourd'hui dans le cadre d'une rénovation. Indispensable. Pas indispensable. Ça se faisait avant, mais c'est comme ça qu'on va partir, quoi. Tout à fait. C'est à partir de ça, c'est la base de travail. Tout à fait. Vous avez vu, on a une multiplicité d'usages qui se développent à partir du moment où on a de l'information qui est accessible comme ça, de l'usager en fait, en passant par l'entreprise, au thermicien. Ensuite, vous êtes, par rapport à ce qu'on vient de voir, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est vrai que moi, ce que je connais beaucoup de mes utilisateurs, c'est qu'en fait, tout le monde est actuellement en train de bimiser l'existant, comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit l'énergéticien seul ou l'architecte qui lui envoie la maquette. Mais en fait, c'est vrai que je vois un avantage particulier à ce qu'il a dit, c'est que effectivement, il est en train de créer le carnet numérique du bâtiment. Et dans 15 ans, peut-être que cette tour sera à rénover et à resimuler. Non, pas avant 40 ans. Ouais, pardon. Dans 40 ans, en tout cas. Voire 50. Dans 40 ans, il y aura une maquette numérique disponible et finalement, il ne se posera pas la question du relevé. L'énergéticien pourra directement l'exploiter. Donc, c'est vraiment très pertinent que des maquettes numériques. Alors là, on se projette un peu dans l'avenir, mais aujourd'hui, l'énergéticien, il récupère ça, il peut travailler avec son logiciel sans difficulté. Ou on parlait sécurité, on peut faire la simulation de propagation incendie, des flammes et des fumées pour vérifier la viabilité des voies d'évacuation dans ce bâtiment, parce que dans la réhabilitation, pour respecter la réglementation incendie, parfois il y a une poutre qui est là et puis qui fait cantonnement des fumées, et puis on n'y peut rien. Eh bien, on peut faire une simulation pour voir si finalement il n'y a pas de risque incendie. Et on peut le faire en exploitant la maquette. On peut le faire en exploitant la maquette. Alors, là, on a convaincu le maître d'ouvrage, le chantier va démarrer, les études ont été faites. Je résume. Sur le chantier proprement dit, avec les entreprises, est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait avec elles pour justement, pour les plans, pour la synthèse comment ça s'est passé? Ça a permis à l'entreprise d'extraire tous les plans et tous les détails qu'elle voulait, donc de faire de son côté ses calpinages, de vérifier ses métrés. Ça nous fait gagner beaucoup de temps en réunion de chantier. Par exemple, allons-y, est-ce que vous avez... quand vous avez une tour de 23 étages, 29 étages, quand il y a un sujet, s'il faut aller là-haut pour expliquer à l'entreprise le détail du truc, c'est des réunions de chantier qui vont durer la journée. Ouais. Moi, j'ai toujours avec moi la maquette et on étudie le détail sur la maquette. Il faut vraiment, on va voir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai intérêt à ce que mon détail soit parfait. Oui, parce que sinon la pédagogie n'est pas opérante. Ce détail, il a été envoyé à l'entreprise avant. L'entreprise, elle a travaillé là-dessus ou pas du tout? Moi, je joue la transparence. D'ailleurs, je voudrais juste dire un mot sur transparence, confiance. Vous avez vu que c'est un outil de transparence. Cette transparence génère de la confiance vis-à-vis de la copropriété et vis-à-vis aussi des partenaires, parce que c'est des vraies quantités, on ne triche pas, on ne se ment pas, ils peuvent aller voir des endroits, ils peuvent se promener où ils veulent dans la maquette. Donc ça, c'est quand même des choses importantes. Donc ça fiabilise les relations. C'est un gros déplacement et bouleversement pour l'architecte qui n'est pas forcément toujours enclin
à se mettre à poil, pardon. Voilà, à donner ces devant tout le monde. informations Oui, et voilà. à montrer l'ensemble Mais bon, dans ce qu'on voit, c'est que on utilise même pendant la phase chantier beaucoup cette maquette à des fins pédagogiques pour expliquer le traitement de tel ou tel détail, parce que c'est beaucoup mieux que de voir des plans en 2D. D'accord. Alors, ça c'est l'aspect, on a vu le détail, je suis désolé, je vais très vite, hein, mais hier on a eu ici une table ronde qui portait sur les catalogues BIM des industriels. Là, pour la structure secondaire du bardage, pour l'isolant, comment ça se passe vous aviez les éléments pour le faire, pour les intégrer, ou est-ce que vous les avez déjà, ou est-ce que c'est pas encore tout à fait au point? Alors, c'est en train de naître. Les industriels ont compris l'enjeu, savent très bien que ceux qui seront sur le cloud seront prescrits, et ceux qui ne seront pas ne le seront pas. Donc ça commence à arriver. Et ils ont un gros travail parce qu'il y a une question de granulométrie de l'information. L'industriel, sur son produit, il a 1000 ou 10 000 informations. S'il ne sait pas les trier en fonction de la question que l'on cherche à régler, il va nous noyer et on refermera le dossier. Autrement dit, je suis à l'esquisse, je veux récupérer des textures, des matières pour voir le look de mon projet. Mais je vais rentrer après à l'exé, je veux savoir le boulon, le détail, le lambda, le poids, la réflexion, voilà, etc. Est-ce que je vais jusqu'au boulon ou pas? Oui, donc il y a tout ce problème-là. Et on y travaille, nous, avec les industriels. On a certains qui viennent nous voir. On y travaille avec le club Prescrire à l'UNSFA. Et ça avance très vite et ça devient assez passionnant. Mais ça, c'est la remise en cause pour eux de la structuration des informations de leur catalogue traditionnel. Donc, ils sont dans ce mouvement depuis très longtemps, hein, déjà. Ça fait 10 ans, 15 ans que Mediaconstruct travaille sur le sujet, que l'IMCC y travaille. Bon, ça se met en mouvement, il y en a qui vont très très vite. Et j'utilise, moi maintenant au quotidien, on utilise des outils, enfin des produits plutôt qu'on va télécharger et qu'on intègre directement dans la maquette. Dans la maquette. Dernière question, puis ce sera un peu la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné avec cette expérience-là, ou les expériences que vous avez en général par rapport à la rénovation et au Alors, BIM? je vais vous dire, c'est très simple. En un mot, ce qui ne fonctionne pas bien, c'est le BIM solitaire. Moi, ça fait 30 ans que je fais du BIM solitaire. Ouais. Alors, je suis content parce que maintenant, il y a des gens qui commencent à y aller. Je veux dire que voilà, ça a un intérêt. C'est vraiment l'intérêt, c'est le collaboratif. L'intérêt, c'est le collaboratif. Moi, je m'en sers, et ce n'est pas une blague, depuis 30 ans, de ces modélisations intelligentes, hein, avec des informations embarquées. Mais quand on est tout seul à jouer, c'est pas drôle. Alors je jouais avec un thermicien il y a déjà 30 ans, mais voilà, ça restait limité. Donc là, on est en train de découvrir vraiment un univers qui... Vous savez que le grand public est totalement ignorant du fait que c'est pas déjà présent partout. Parce qu'il voit ça, encore une fois, dans l'automobile et dans tous les autres secteurs. Il aurait l'impression, finalement, que ça n'existe pas dans le bâtiment, très étonnant. Ça n'étonne que les gens du bâtiment. Le grand public ne savait pas à quel point le bâtiment pouvait avoir 30 ans de retard sur l'usage de ces techniques qui sont banalisées totalement dans les autres secteurs. Hein. Alors une petite conclusion à vous sur cet aspect BIM et rénovation. Quelles sont les choses qu'il faut améliorer ou pas? Enfin, comment on peut améliorer la chaîne aujourd'hui et où va-t-on? On va jusqu'à la gestion du patrimoine, je crois. Effectivement. Aujourd'hui, le BIM, ça reste effectivement une affaire de volonté. Avant tout, nous, les outils existent pour certains depuis très longtemps. Il faut cette volonté. Évidemment, ça a un impact sur les méthodes de collaboration et sur les méthodes de travail. On peut y arriver et on a des retours satisfaisants. On en parlait, l'intérêt, c'est vrai, d'avoir toutes ces informations modélisées au sein d'une maquette numérique et en plus maquette qui vit au niveau du cycle de vie du projet, entre la conception et la réalisation. C'est derrière d'avoir un DOE numérique, finalement, un carnet de vie du bâtiment. Un carnet de vie, le carnet de santé du bâtiment. Oui, tout à fait. La carte vitale même. La carte vitale du bâtiment. Le président du PTNB, oui. D'accord. Yves Ménez, vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez, avec votre retour d'expérience, est-ce qu'on isole mieux un bâtiment aujourd'hui? Est-ce que, est-ce que vous voyez qu'il y a des améliorations? Je ne sais pas si vous allez jusque-là dans le retour d'expérience, mais est-ce qu'avec vos logiciels, vous constatez que les gens travaillent mieux et obtiennent des résultats qui sont plus proches du calcul? C'était un peu ça ma question. Peut-être qu'elle est un peu alambiquée. Moi,
avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on est en train de faire, effectivement, peut-être par le BIM solitaire, finalement, ce qu'on faisait avant de manière un petit peu maîtrée, manuelle, avec une maquette numérique. On gagne en qualité, en productivité, mais on est en train de faire la même chose qu'avant. Mais effectivement, ce qui est important, c'est le collaboratif. Alors moi, ce que je vois, là, moi, aujourd'hui, je suis éditeur de logiciel, mais j'ai été ingénieur travaux, justement, dans la réhabilitation. Et c'était il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas très vieux, et je me rappelle encore avoir fait en phase travaux, réception de travaux, des levées de réserve avec des petits bouts de scotch sur des rayures de peinture à reprendre. Et là, je me prends à rêver, et je sais que dans le hall où on est, il y a des applications qui permettent de faire ça, mais sur le... Il faut toujours visiter, bien entendu, bien sûr, oui. les locaux pour faire la réception avec l'architecte, mais il y a un usage jusqu'à cette réception bâtiment, et puis après, via le patrimoine. Et bon, c'est en cours, pour moi, il n'y a que du plus, mais effectivement, il faut s'y mettre. Et il y a une problématique. La problématique, c'est peut-être effectivement que dans l'éducation nationale ou dans les écoles, on leur apprend pas ce que c'est que le travail non séquentiel, le fait un projet, ça c'est pas forcément linéaire. On a besoin de bimiser un peu les écoles d'ingénieurs et d'architecture. Voilà, et la formation professionnelle, je sais par le FAFIEC notamment, qui a une poussée de ce côté-là. Donc les choses sont en cours, Merci beaucoup messieurs de nous avoir un peu rafraîchi la mémoire, enfin pas rafraîchi la mémoire, ouvert l'esprit sur le BIM et la rénovation et avec ce bel exemple de la Tour Montparnasse. Merci. Au revoir.